Emeline, Oui, oui, si c'est, je tu peux peux prendre commencer, la c'est parole. bon. Oui, oui, tu Ouais, peux prendre la parole. merci, merci au président, merci à Cissé. Les médias et la crise du Niger, quel regard, quel traitement de l'information? Alors, c'est le thème du panel initié par l'Union des journalistes de la presse libre africaine qui s'est dit préoccupée par la situation au Niger depuis le coup d'État et très sensible au regard porté par les médias relativement aux tentatives de résolution de la crise. Alors, pour décortiquer cette thématique très instructive, pour les acteurs des médias, nous recevons deux panélistes. Monsieur Jean-Victor Nkolo, qui est journaliste de nationalité camerounaise, fonctionnaire international à la retraite et ancien porte-parole à l'ONU, Assemblée générale, Conseil de sécurité, mission de maintien de la paix. Il est aussi le président du comité d'honneur de l'UJPL. Le deuxième panéliste, Monsieur Luc Abaki, est journaliste togolais, analyste politique, ancien directeur général de la télévision LCF et de la radio City FM à Lomé. Alors, ces deux journalistes interviendront sur l'actualité brûlante qui est la crise générée par le coup d'État au Niger depuis le 26 juillet et dont les tentatives de résolution entamées depuis le 30 juillet par l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, divisent l'opinion internationale. Alors, chaque intervenant aura 5 minutes pour sa présentation. Je vais d'abord passer la parole à M. Jean-Victor Nkolo pour sa présentation en 5 minutes et ensuite viendra le deuxième panéliste, Luc Abaki. Alors, M. Jean-Victor Nkolo, vous avez la parole pour votre présentation. On a du mal à entendre le panéliste. Si c'est... Que vous m'entendez à notre Oui, je vois qu'on me signale ici que son réseau, oui, on a du mal à entendre le panéliste. son réseau il y a un souci de connexion. Donc, du coup, ça vacille. Mais là, tu m'entends bien? Oui, oui, moi, je t'entends. Je vérifie avec lui. Alors que tout à l'heure, on l'entendait parfaitement. On a toujours du mal à entendre le panéliste. Si c'est... Nous l'avons dans le Si c'est... OK. Recording in progress. Recording in progress. Très bien, deuxième. Allô, monsieur Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends. Vous nous entendez bien? D'accord. Votre réseau Internet, là, est-ce que vous réussissez à voir que le débit est bon à votre niveau? Il n'y a pas de perturbation, non? Là, je vous reçois plus. Non, Jean-Victor il a muté son micro. Jean-Victor, il faut activer ton micro. D'accord, moi-même, je vais activer son micro. Je vérifie. Je vérifie. Attendez. Là, je viens de le voir. Je viens de le voir. Je lui demande d'activer son micro. Ça va mieux là? Ça va mieux. Vous m'entendez?
M. Nicolo? Allô? Oui, je vous entends. Oui, D'accord. Faites une phrase, je vais voir si c'est bon. alors je disais que j'étais très fier d'être membre de la famille de l'UJPLA. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous entendez Monsieur Victor Nicolo? Ouais, c'est beaucoup mieux. Moi, C'est je l'ai beaucoup mieux. entendu. D'accord. Moi, à mon niveau, c'est bon. Emeline, c'est bon aussi pour toi? Oui, si à mon niveau, c'est bon, je l'entends. D'accord. Si. Monsieur Jean-Victor Nicolo, je crois que vous pouvez poursuivre. On va reprendre. Même dans le lointain Merci beaucoup. Togo, Je là, veux être long dans l'introduction. Simplement, je ne souhaite pas être long dans mon propos introductif, simplement permettre à la plus grande majorité de prendre la parole, mais surtout mon copéliste de s'exprimer lui aussi. Je voudrais simplement dire que la crise actuellement au Niger est victime de quelque chose que nous vivons en Afrique depuis quelques années déjà, surtout avec la couverture des médias en temps réel pendant les crises, mais aussi que le phénomène des fake news et des influenceurs, disons cela comme ça. Les derniers jours, qu'est-ce que nous avons vu par rapport au Niger? Nous avons vu un média très sérieux, Le Monde, rapporter, selon des sources à Addis Abeba, rapporter de manière imprécise, et nous le savons maintenant parfaitement erronée, rapporter une information de sécurité de paix à Addis Abeba, et Le Monde nous fait savoir que l'Union africaine a mis un veto, a posé son veto par rapport à l'intervention militaire de la CEDEAO. Nous savons maintenant, depuis que le communiqué de l'Union africaine est publié depuis un peu moins de 48 heures, que cela n'est exact. Nous avons aussi vu un autre média important et sérieux, France 24, nous informer que la France aurait demandé l'autorisation de survol de l'espace aérien algérien afin d'aller perpétrer une opération contre le Niger. Nous savons que la chose est peut-être fausse, mais que France 24 vérifié à Paris, c'est de demander aux autorités algériennes, face au correspondant de France 24 sur place, si la chose était. Nous avons aussi vu que par rapport à la guerre, un média, Omega, a été suspendu dans un pays voisin, au Burkina Faso. Je donne ces trois exemples pour montrer que les glissements, les erreurs et les ratés dans la couverture d'un conflit sont importants et que le Niger est véritablement une terre qui peut être très utile. Dit que les ratés sont de plus en plus importants parce que nous avons aujourd'hui les moyens de pouvoir vérifier l'information. Or, la nouvelle technologie de l'information, à l'âge d'information presque spontanée et immédiate, nous nous rendons compte quand même qu'il y a des ratés importants. Et c'est pour ça que je voudrais, moi, en tant que communicateur, en tant que journaliste, je voudrais que nous revenions souvent aux bases, aux prolégomènes de notre métier. Quand j'étais actif, on m'a toujours dit, si vous n'avez pas plusieurs sources qui, diverses perspectives, confirment une information, tenez compte de cette information. Mais on m'a toujours dit, et que faire se peut, voir l'autre côté. Et on m'a toujours dit de rester fidèle au barème et aux consignes de notre métier. Or, dans les trois exemples que j'ai donnés, nous n'avons pas été assez vigilants. Les médias eux-mêmes qui sont tombés dans ces panneaux n'ont pas été vigilants. Et donc, qu'est-ce que le Niger nous apprend?
le Niger nous apprend en réalité que nous pourrions faire un travail et qu'une association comme la nôtre est maintenant très bien placée et pratiquement dans l'option d'apporter sa contribution à la manifestation de la vérité et à, je dirais, une meilleure formation, une meilleure alerte et une plus grande rigueur du journalisme et de ce corps de métier. C'est important parce que moi, en tant que personne, je suis maintenant entré dans des disputes incroyables dans ma famille, dans mes relations, avec mes amis, avec des gens qui parfois m'annoncent des choses qui sont considérées comme définitives, alors qu'en réalité, cela fait partie des fake news. À mon avis, et je vais terminer là, le Niger, comme d'autres crises, nous montre que depuis quelques années, l'Afrique est véritablement, mais aussi la victime, mais parfois aussi le continent lui-même perpétrateur de fake news. Que veux-je dire par là? Je voudrais simplement dire par là que c'est surtout en Afrique que sont testées des nouvelles technologies où les fermes de fabricateurs de fake news, les troll farms, sont testées, où on nous inonde de contre-vérités. On nous a montré des leaders qu'on nous disait avoir été en Afrique, avoir aidé des mouvements de libération en Afrique. On nous a même montré des photos, mais qui étaient fausses. Et aujourd'hui, dans le cas du Niger, on nous a fait croire qu'il y avait une position de l'Union africaine qui contestait et qui contrecarrait la position de la CEDEAO. Et c'est tellement faux que le communiqué de l'Union africaine parle maintenant le même langage que la CEDEAO. Donc, c'est véritablement une leçon. Nous devons donc faire preuve d'humilité. Quant à moi, en tant que personne, je vais donc continuer à être strictement rigoureux. Je vais continuer à appliquer les consignes et la praxis du journalisme, les choses simples. Je voudrais, avant d'étayer quoi que ce soit, pouvoir avoir plusieurs sources qui me permettent de dire ci ou de dire ça. Je voudrais m'arrêter là en disant simplement que, au-delà même des différences que nous pourrons avoir sur, nous nous rendons maintenant que la vérité doit être plus nuancée et que la recherche de la vérité doit être plus soutenue, mieux garantie. Et nous ne devons pas nous laisser à la facilité des influenceurs et des troll farms. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ce brillant exposé. Alors, de la présentation de notre éminent panéliste, M. Jean-Victor Nkolo, nous retenons que la crise au Niger n'est pas un fait nouveau en Afrique. Il a déploré la recrudescence des fake news dans la couverture des conflits. Il en veut pour preuve le cas du média Le Monde qui a rapporté une information erronée. Il en veut aussi pour preuve le cas d'un média France 24. Et dans sa présentation, notre panéliste a invité les journalistes à la vérification de leurs sources et à diversifier leurs sources. Nous allons maintenant passer la parole au deuxième panéliste pour sa présentation, Monsieur Luc Abaki. Vous avez la parole. Monsieur Luc Abaki. Alors, si c'est... Oui, Emeline, je te reçois. Oui, notre panéliste, Monsieur Luc Abaki, a la parole. Il faut vérifier son micro. Bon, là, en fait, je l'identifie pas sur la liste. Je sais pas quel nom il a indiqué. Je ne vois pas Luc Abaki sur la liste. Peut-être qu'il a mis un autre. Est-ce que le panéliste peut se signaler? Je vois, je vois Arthur, Boubacar, Corinne. Est-ce que notre panéliste peut se signaler?
Non, là, je n'ai pas sur la liste. Je vois pas de Luc Abaki. Donc, Le président, Ouais, ouais. allô, vous m'entendez? Moi, c'est DG. Le titre, c'est DG, hein? Ah, d'accord. DG, ouais. D'accord. Oui, DG. monsieur. D'accord. Monsieur Luc Abaki peut ouvrir sa caméra. Il peut ouvrir sa caméra Voilà. et Et passer son à sa micro. présentation. Voilà. Je l'invite à activer son micro et Je peux d'accord. ouvrir ma caméra, ok. Oui, Allez-y. Ouais. Hmm. Vous me voyez là? Merci bien. Vous m'entendez? Là, Vous m'entendez? on Vous vous voit. m'entendez? On vous oui, entend très oui. bien. Oui, on vous entend. D'accord. Emeline, donc je te laisse la parole. Hmm. Oui. Monsieur Luc Abaki, vous avez la parole pour votre présentation de 5 minutes. Ouais, vous m'entendez? Bonjour. Oui, oui. D'accord, ça fait plaisir, hein. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Alors, j'aimerais d'abord dire combien je me sens privilégié de pouvoir participer à ce débat, à cette réflexion sur une crise aussi majeure que celle qui est en train donc attention à partir du Niger. Je voudrais d'abord saluer l'intervention de mon prédécesseur, panéliste, et dire que ce débat est d'autant plus intéressant parce qu'il recentre en fait recentre le rôle des médias, en tout cas en Afrique, avec toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui. J'ai envie de revenir un peu sur ce concept de médias et son rôle d'abord avant de développer davantage le thème pour dire que les médias, en fait, ce sont des instruments de propagation de l'information. Et donc, leur travail repose fondamentalement sur des faits de société au niveau des gouvernants ou au niveau de la société à la base elle-même. Cela dit, les acteurs des médias ne devraient en principe pas se confondre au travail des activistes qui, eux, expriment plutôt leurs ressentis, leurs émotions, plutôt que de travailler sur des faits, de rendre compte de ce qui se passe dans une société afin d'éclairer, de lui donner la matière à réflexion. Donc, dans un contexte de crise comme celui du Niger, marqué justement par un coup d'État, il va falloir que les médias que nous incarnons, en tout cas dont nous sommes les porteurs, nous puissions être extrêmement... Vous m'entendez? Je peux continuer? Oui, on vous entend parfaitement. OK, d'accord. Donc, j'étais en train de dire que dans ce contexte de crise-là, le travail des médias devient fondamental et déterminant parce que c'est ce travail qui va alors éclairer la lanterne du public, des dirigeants et permettre justement une solution idoine à une telle crise. À la matière, on a constaté effectivement que le contexte du coup d'État est en train de diviser malheureusement beaucoup d'opinions dans notre espace, aussi bien au niveau des gouvernants, donc des décideurs, qu'au niveau de l'opinion de la masse dans son ensemble. Les médias, d'être vraiment, disons, respectueux des règles de déontologie, d'éthique, de sorte qu'ils n'en rajoutent pas à la confusion, mais plutôt qu'ils soient des acteurs qui vont, par leur travail, permettre justement d'avoir une vue plus juste de ce qui se passe. À citer certains cas de dérapage
qui ont conduit à la fermeture de certains médias, tout cela doit être des éléments qui vont nous instruire en tant que médias et qui vont en même temps nous rappeler notre responsabilité historique dans si vous voulez, dans la formation du point de vue de notre espace. Surtout que l'Afrique aujourd'hui est, si vous voulez, à une étape tournante où il y a une métamorphose assez précise, assez rigoureuse, où les désirs d'affranchissement, d'émancipation ou même d'autodétermination deviennent de plus. Nous avons une responsabilité énorme dans le traitement de l'information. Alors, quand on parle du regard que le journaliste doit pouvoir, ou les médias doivent avoir sur cette crise, cela suppose que nous devons avoir une vision, disons, constructive. À partir de l'instant qu'il s'agit d'une crise, et notamment d'un coup d'État, qui en principe ne rentre dans la ligne de définition des principes de gestion d'une démocratie ou d'une république, cela suppose que le travail que les journalistes devront faire doit progressivement amener les décideurs et l'opinion à comprendre à quoi s'en tenir pour que les crises de cette nature ne perdurent pas, ne se répètent pas, parce qu'en vérité, quand on revisite un peu l'histoire de l'Afrique, on se rend compte par les coups d'État ou par d'autres crises majeures qui embrigadent malheureusement le processus de construction des sociétés démocratiques et d'évolution progressive, en tout cas, de nos sociétés. Cela dit, je crois qu'en préambule, c'est ce que je peux dire pour l'instant, de sorte à nous rappeler donc notre responsabilité dans un contexte de crise, que nous soyons le plus prudent possible, le plus professionnel possible, le plus rigoureux possible, parce que nous avons en conscience cette responsabilité qui est la nôtre de participer à construire des opinions et les jugements justes au sein de la masse, de sorte que par notre travail, les décideurs puissent avoir la qui permettent la construction effective d'une société suffisamment assainie, qui répondent aux principes démocratiques et qui font en sorte que le besoin du vivre ensemble et d'évolution de nos sociétés soit réellement acté et assumé par nos sociétés. Voilà ce que je pourrais dire en préambule, en laissant justement l'opportunité pour dans le fond du sujet. Je vous remercie. Merci, merci à notre... Oui? Emeline, madame la modératrice, est-ce que je peux réagir à une petite chose très importante, très rapidement? Ce serait une réaction très courte. Oui, allez-y. Allez-y et puis je vais conclure pour qu'on puisse passer aux échanges. Une fois de plus, souhaiter la bienvenue à mon frère, le DG, et simplement pour préciser, parce que c'est important, puisque cette émission est enregistrée et va être vue par de très nombreuses personnes, que quand l'UGPLA a réagi après la fermeture d'Omega par les autorités du Burkina Faso, je ne voudrais pas que l'on pense, et je pense que mon frère ne voulait pas dire ça, que l'on croit que c'était à la suite d'un dérapage. La position de l'UGPLA, en tout cas dans le communiqué que j'ai lu, est très claire et très équilibrée. Nous ne sommes pas en faveur d'une telle décision. Omega a été suspendu à cause d'une interview diffusée, interview d'une personnalité qui n'était pas d'accord avec les autorités, les nouvelles autorités militaires au Niger. Donc, l'UGPL a fait son devoir. Nous ne voyons pas dans Omega le moindre dérapage, en tout cas pas dans cette histoire-là. C'est seulement la seule réaction que je voulais avoir, Madame Emeline. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Nkolo. Alors, pour revenir à la présentation de notre panéliste
M. Luc Abaki. Menant sa réflexion sur la crise du Niger, on a vu que le panéliste a mis en lumière le rôle des médias. Et ce qu'on retient, c'est que le travail des médias repose sur les faits de société. Donc, les acteurs ne doivent pas être des activistes qui s'appuient généralement sur le ressenti ou bien sur les émotions. Donc, les médias doivent plutôt s'appuyer sur les faits. Et ils doivent aussi avoir une vision constructive sur la crise. Et notre panéliste, pour terminer, a appelé les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information. Alors, nous avons suivi maintenant ces deux panélistes, M. Jean-Victor Nkolo et M. Luc Abaki, qui ont fait de très, très bonnes présentations, très instructives pour nous, les acteurs de la presse, les hommes et femmes des médias. Place maintenant au débat et aux échanges. Si vous avez des questions à poser à nos deux panélistes, vous pouvez simplement vous signaler et on va noter vos différentes questions. Et les panélistes sont prêts à répondre à vos différentes questions. Merci. Cissé? Allô, Emeline. Oui, tu vas m'aider à recenser les questions. D'accord. Juste préciser, étant donné que l'intervention introductive du président n'a pas été prise en début, voilà, c'est pas, on lui donne la latitude d'intervenir à nouveau, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui se sont connectées, ou on attend à la fin du panel pour donner la parole au président international de l'UJPL. Donc, c'est une proposition que je suis en train de faire. Je pense qu'on va donner la parole au président à la fin. À la fin. À la fin, voilà, à la fin, il va faire le résumé de tout ça et puis faire la conclusion en même temps. Yeah. Puisque vous avez déjà eu une Donc, voilà. Donc, on va passer aux questions. D'accord. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole sont invités à lever la main et on va les enregistrer au fur et à mesure. Pour ce faire, il y a juste un onglet. Pour ceux qui sont connectés sur leur mobile, un onglet à l'extrême droite en bas qui vous permet de lever la main. J'ai déjà M. Wessan. Emeline? Allô? Allô? Ah, vous m'écoutez? Oui, allô, M. Wessan? Oui, vous m'écoutez? Oui, allez-y, vous pouvez poser une question. Oui, si c'est. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a M. Wessan. Comment tu souhaites procéder? On va recenser les questions. Nous allons recenser les questions. Et voilà, nous allons recenser les questions. Au fur et à mesure, les panélistes vont répondre aux questions. C'est bien noté. Donc, il y a déjà M. Gérard Wessan. Oui, M. Gérard. Oui, M. Wessan, vous pouvez poser votre question. Merci. Ouais, je remercie d'abord les deux panélistes dont étaient compatriotes. Enfin, je les remercie pour leurs brillantes interventions. Mais j'ai un tout petit souci. Et le confrère Luc Abaki, il a dit tout à l'heure que l'Afrique se trouvait à un tournant décisif de son histoire et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je me pose la question de savoir si on en fait assez. C'est-à-dire que sur l'image que nous renvoyons au monde face à dans cette crise nigérienne. Je dis ça pourquoi? Je donne deux exemples très précis. Aujourd'hui, je suis allé dans ma galerie. La première image que je trouve, c'est des terroristes en train d'égorger vivants, d'égorger des personnes. On filme, on met en ligne, histoire d'impressionner. Deuxième image que j'ai vue, peut-être un peu plus anodine, c'est quelque part où un policier a mis une femme par terre en pantalon collant et était en train de la fesser copieusement. Tout ça, c'est des Africains.
est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce tournant décisif de notre histoire, il va falloir vraiment s'atteler à cette tâche qui est de, d'améliorer notre image, l'image que nous renvoyons au monde. Et pour finir, je voudrais rappeler que quand on écrase un insecte, personne n'a de la compassion. Mais quand on est... Oui. Excusez-moi pour le deuxième volet de votre question. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît? Ce n'est pas un volet, c'est juste pour conclure. Votre caméra, ouvrir votre caméra. Ah, d'accord. Voilà, merci. Pour permettre aux participants d'exprimer. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, c'était pour conclure, pour dire que je voudrais rappeler, donner l'exemple que quand on tue un insecte, ben, personne ne s'en émeut parce que c'est un animal vil. Par contre, quand on tue un animal plus noble, ben, on a de la pitié. Donc, c'est juste pour dire que c'est le moment ou jamais pour que l'Africain améliore son image et ça passe à travers nous, les hommes de médias. Je ne sais pas quelle solution trouver, par quelle voie et moyen le faire, mais je suis convaincu que c'est le moment ou jamais de le faire. Je vous remercie. Merci pour ta contribution et ta question. Alors, nous allons passer la parole à nos deux panélistes pour répondre à cette préoccupation. Je commence par M. Jean Bidon. Merci beaucoup, Emeline. Je pense que mon frère Luc Abaki a apporté une dimension très importante à notre discussion en parlant de tournant décisif. Je pense que nous devons, nous, en tant qu'hommes de médias, en tant que communicateurs, réfléchir autour de cette question importante posée par Luc Abaki. Je voudrais simplement, et j'essaye toujours de le faire, apporter un peu de nuance. Il n'y a en réalité rien de nouveau dans ce qui se passe. Et surtout pas au Niger, où on peut recenser et classifier tous les coups d'État. Les coups d'État successifs au Niger et ailleurs, au Niger, n'ont rien apporté de bon. Les coups d'État ne sont pas nouveaux. On connaît comment la grammaire des coups d'État. Les coups d'État viennent avec un premier contentement du peuple, par ce peuple toujours pense que sa libération est arrivée. On remplit les stades, les gens descendent dans la rue, et ce sont les mêmes qui croient, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est arrivé en Afghanistan et ailleurs, qui parfois descendent dans la rue pour demander que l'on pende haut et court. Ceux-là même qui sont venus faire le coup d'État. Et ceux-là même qui, à un moment, ont voulu, dans la grève du coup d'État, tomber, transformer en civil et pour se représenter comme de nouveaux. Donc, on peut dire d'une part, sur le plan, à mon avis, de l'image, et c'est là où notre frère Gérard Ouessant a raison, l'image que nous, Africains, nous projetons vis-à-vis de nous-mêmes, on s'en fout un peu de ce que nous projetons à l'étranger, mais notre image par rapport à nous-mêmes. Le logo, le motto de l'Union africaine, c'est l'Afrique que nous voulons. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ça l'Afrique que nous voulons? Je vous rappelle que les coups d'État en Afrique, c'est géant historiquement. Est-ce que nous voulons l'Afrique des Valentin Classe, Prince Yomi Johnson, Samuel Kenyon Do, Idi Amin et tous les autres qui ont fait des coups d'État? Je parle bien des coups d'État qui généralement laissent que les loups se mangent entre eux, ou parfois le prédécesseur est découpé à la lame de rasoir ou aux os. Il fut un temps entre vous qui n'ont peut-être pas mon âge, mais qui sont suffisamment mûrs, de se souvenir, on appelait la foule à la plage de Monrovia, à Mamba Point, pour buter les membres du gouvernement. Et où l'écuteur lui-même fut coupé petit canif par Prince Yomi Johnson,
qui a fini par trouver un exil au Nigeria. Souvenez-vous que parfois, les gens civils au pouvoir et qui sont parfois chassés ont eux-mêmes été militaires et qui ont chassé d'autres. Alors, est-ce que c'est ça l'Afrique que nous voulons? Moi, je pense qu'il y a effectivement des défaillances de gouvernance, des défaillances démocratiques dans nos États. Mais je pense que la démocratie et l'alternance civile est encore le meilleur moyen. Ou alors, pour parler comme au Cameroun ou à New York, le pire. En d'autres termes, je ne vois pas ce que intrinsèquement un militaire a apporté pour ensemencer, engendrer le changement de civilité de gouvernance. Il y a la fiction substantielle. Il y a là comme un engendrement de quelque chose contre la nature. Je suis donc, moi, philosophiquement, non pas contre ce que les coups d'État militaires veulent apporter, mais contre le canal par lequel le changement vient. Je ne pense pas que le changement vient dans la couleur kaki ou dans les bottes de mer. Je n'y crois pas. Je ne l'ai pas en Afrique. Il y a des exceptions qui confient, mais en règle générale, les loups finissent par se manger entre eux. Et on voit que si on regarde aujourd'hui les régimes africains tenir une croissance, une démocratie, une transition, on voit bien que, en réalité, ce sont des régimes civils. Des pays comme le Botswana, qui ont des problèmes où tout n'est pas résolu, ne connaissent pas de coup d'État, par exemple. Donc, je dis simplement que oui et non, l'Afrique a un tournant, mais le tournant n'est pas celui qu'on croit. Je ne pense à l'Afrique, encore que quand on parle de l'Afrique, il y en a 54 ou 55 pays. Il faut savoir de quoi on parle. De la zone CFA, où les pays qui, historiquement, dans le giron français, ne représentent pas l'Afrique. Loin de là. C'est une erreur, une globalisation que l'on fait souvent. Alors, nous, journalistes, nous devons aussi, à l'avenir, faire preuve de rigueur, à ne pas juger l'Afrique dans sa globalité et la présenter comme une unicité. Entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, entre le Soudan et la Somalie, entre le Kenya et la Tanzanie, entre le Sénégal et le Mali, il y a de nombreuses différences. Quand on juge l'Afrique avec des préceptes qui sont des clichés, on tombe dans des erreurs. C'est un pays où il y a de musulmans, le pays est musulman, où il y a essentiellement une langue, essentiellement une grande ethnie organisée en plusieurs clans, mais c'est le pays le plus divisé, l'un des pays les plus divisés d'Afrique, où le conflit semble s'éterniser. Alors je dirais que oui, nous sommes peut-être à un tournant, qui est celui d'une plus grande rigueur nécessaire pour l'analyse de là où nous sommes et pour l'image que nous voulons nous donner à nous-mêmes et pour nous rendre où nous avons été avec les coups d'État et avec les leaders militaires et ce qu'ils ont fait à l'Afrique et à leur pays. Parce que nous avons déjà vu au Niger de nombreux coups d'État et de nombreuses tentatives de coups d'État. Et les régimes militaires au Niger ou ailleurs, sauf exception, parce que toutes les règles ont leurs exceptions, n'ont rien apporté de bon. Je vous remercie. Merci pour votre participation. Donc, nous allons passer maintenant à M. Kabassi. C'est tellement que vous avez quelques adjectifs à ajouter pour l'intervention de Jean-Victor. Allô? Monsieur Kabassi, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends, mais le son est vraiment exécrable. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, mais je pense que si c'est comme ça, il faut enlever les vidéos pour que la bande passante puisse être fluide. Sinon, si on garde les vidéos, ça va toujours être difficile. Merci. Bon, vous pouvez couper peut-être ma vidéo. Vous m'entendez? Moi, j'ai coupé ma vidéo, oui. Vous pouvez laisser votre vidéo. Mais
D'accord. Vous m'entendez? Voilà, donc je vous remercie. Je remercie aussi le confrère Gérard Ouesson qui a... oui, moi je vous entends. Je suis en train de Oui, parler. si, Vous si. m'entendez aussi? Oui, on vous entend. On vous entend. D'accord, donc j'étais en train de remercier le confrère Gérard Ouesson qui a posé la problématique sur l'image que nous, en tant qu'Africains, surtout hommes de médias, entendons envoyer aujourd'hui au monde entier à travers le travail que nous faisons, et de ce besoin de donner une image quand même, disons, intéressante pour l'Afrique. J'ai suivi aussi mon co-panéliste qui a pratiquement condamné les coups d'État, concluant justement que ceux-ci n'ont rien apporté justement à la gouvernance de nos pays. Mais je crois qu'il faut plutôt nuancer et revenir l'organisation sociale veut qu'on rappelle un peu la responsabilité qui est confiée à un dirigeant dans l'ameublement de la vie d'une société. En fait, pourquoi les sociétés ont-elles besoin d'un dirigeant? Elles ont besoin d'un dirigeant parce que ce dernier est censé être celui-là qui incarne le mieux propre à sa société, qui maîtrise, enfin, qui dispose d'une vision et qui maîtrise mieux l'histoire, la civilisation, le mode de pensée et surtout les aspirations de son peuple. Et donc, si tant est que les peuples d'Afrique aspirent aujourd'hui à construire des régimes démocratiques où celui-là que nous appelons le dirigeant doit être désigné chaque citoyen, il est aussi important que celui qui est désigné comprenne que il est en face d'un sacerdoce qui consiste à se consacrer exclusivement à la mission pour laquelle il a été désigné. Quand on regarde un peu les contextes dans lesquels les coups d'État sont intervenus, on prend le cas, par exemple, du Mali, où pendant des mois, l'écrasante majorité sort dans les rues pour contester les décisions politiques qui sont donc prises par les dirigeants et où donc il accumule beaucoup de carences en ce qui concerne le traitement salarial, par exemple, ou la corruption, en tout cas beaucoup de... et qui cultive, si vous voulez, une forme d'affaissement des valeurs qui normalement devrait consolider la perspective de construction d'une nation. Et donc, lorsque la population arrive à sortir comme ça dans un tel contexte, à décrier la gouvernance du dirigeant, et ce dernier ne fait absolument rien pour se rattraper et revenir à sa mission, à sa responsabilité, je vous réponse qui avait été donnée récemment et dans une interview par Tidiane Thiam, que je crois que vous le connaissez, l'Ivoirien, l'icône du monde économique aujourd'hui. Lorsque la question lui a été posée sur le coup d'État en Afrique, il a dit que pour répondre à cette question, il faut prendre un peu de recul. Et que ce qui compte en principe et qui doit être compris précisément par les dirigeants, des conditions de vie des citoyens. Voilà ce pourquoi on élit un dirigeant. Mais lorsque ce dernier en vient à trahir finalement ce peuple-là, en vient à se comporter finalement comme quelqu'un qui n'a pas conscience de sa responsabilité, il s'expose malheureusement, il devient vulnérable, non seulement au coup d'État militaire, mais au soulèvement populaire où et son peuple. Or, l'idéal pour développer un peuple, c'est, je veux dire, en tout cas une société, c'est justement de s'approprier ses aspirations. C'est de comprendre véritablement que lui, en tant que dirigeant, il ne peut rentrer dans l'histoire de ce peuple que sur la base des œuvres constructives qu'il réalise en faveur de ce peuple-là. Et que ce sont ces œuvres-là qui, en réalité, répandent son nom, son image,
l'entretiennent dans l'histoire de ce peuple-là. Et donc, autant nous avons le droit d'être contre le principe des coups d'État, puisqu'il constitue finalement une forme de césure à la vision que nous nourrissons pour nos sociétés, autant il est fondamental, en tant qu'homme de médias, en tant que communicateur, de rappeler aux dirigeants leur responsabilité. n'est pas de dire, mais écoutez, on ne doit pas avoir des coups d'État, mais c'est de faire en sorte que par notre travail, nous puissions amener les dirigeants à rester en ligne étroite avec leur mission, leur vocation, leur responsabilité dans le processus de construction de nos sociétés. Lorsque vous revisitez un peu les premières heures en fait, de la démocratie qui sont consacrées à travers en tout cas tout ce qui a été construit dans la démocratie en Égypte antique, vous allez voir qu'on parle toujours des gens comme Horus qui incarne le pouvoir, mais qui a en même temps un grand pouvoir qui est Seth. Seth est chargé, si vous voulez, dans la mythologie de l'Égypte antique, de rappeler, ou du moins de servir d'épée de Damoclès sur Horus, de sa responsabilité, de sa mission sacerdotale, qui doit se centrer sur le besoin d'épanouir son peuple, de l'éclairer et de faire la voie de sorte que, de façon progressive, il puisse s'épanouir, évoluer et grandir. Je veux rappeler tout simplement pour finir que le principe de la vie, c'est l'évolution. De naviguer à vue, de sorte qu'il ne puisse pas faire la voie à son peuple, et donc qu'il le retarde par une marche à reculons simplement parce qu'il ne se montre pas suffisamment responsable en travaillant sur les valeurs, sur les qualités, sur les idéaux qui mettent en confiance le peuple et qui amènent le peuple à sa vision qui permet justement de construire nos sociétés. Donc, en conclusion, je dis oui, les coups d'État ne sont pas à saluer forcément, mais leur cause réside précisément dans l'irresponsabilité des dirigeants qui malheureusement trahissent la confiance de leur peuple, alors que cette confiance a travaillé pour assainir la vie publique et faire en sorte que le principe de l'évolution des sociétés soit véritablement consacré et assumé dans nos sociétés. Merci, Monsieur Luc Abassi. Alors, je vois déjà 2 participants qui se signalent. On va tout de suite procéder à vos différentes questions parce que nous sommes un peu pris par le temps. Je commence par Monsieur Boubacar Seydou Touré et ensuite Dr Nyaka Lagoke. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos différents micros? OK. Pour qu'on puisse, oui. Ouais, ils sont ouverts maintenant. Pour qu'on puisse noter déjà votre question pour les 2 panélistes. D'accord. S'il te plaît, Monsieur Boubacar Seydou, veuillez ouvrir également votre caméra, s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà ouvert ça. C'est ouvert? Non, c'est toujours fermé. C'est toujours fermé. C'est tout fermé. Juste pour votre intervention et juste après, vous pouvez fermer. Juste pour votre intervention et puis après, vous pouvez la... On me dit que vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que... Oui, M. Boubacar, allez-y pour la question. Pour les 2 panélistes, allez-y, c'est pas bien grave. Non, donc, sur les 2 panélistes, il y a les 2 interventions là. J'ai écouté tout de suite concernant vraiment les médias. La première des choses, moi, je pense que vraiment les médias... Allô? Vous m'écoutez? Oui, on vous entend parfaitement, M. Boubacar. On vous voit également. D'accord, comme je suis en train de le dire, il y a, je viens de suivre le documents précédent tout de suite là.
Non seulement je vous remercie d'avoir organisé ce débat, mais la chose la plus importante, vous venez de dire que vraiment des coups d'État, moi je suis au Niger, le docteur Boubacar Seymouré, je suis au Niger, et dire que vraiment des coups d'État qui sont passés au Niger, on n'a rien dit, c'est pas vrai. Je m'inscris en faux. Parce que nous savons, le coup d'État de 1974 avait mis le Niger sur vraiment le bon rail. Et tout marchait. Le Niger était respecté. C'est à ce temps qu'on a connu l'uranium et tout, le boom de l'uranium. Et de deux, maintenant, quand on parle vraiment, il faut voir les causes. Il ne faut pas condamner les coups d'État comme ça. Parce que quand nous prenons l'exemple maintenant, ce que l'autre vient de dire, mais les médias, est-ce que les médias n'Afrique font réellement leur travail? Parce que ce qu'il faut constater. On ne va jamais dire, parce que c'est comme si ils sont tapis sous vraiment l'ombre des droits de ces autorités, ce qui gouvernent. On ne dira jamais leurs défauts. On est toujours caché si on fait tout ce qu'ils font. N'est pas rose, mais jamais nos médias ne sont pas pour le dire, que ce soit privé ou public, ne pas le dire. Et sur le plan international, bon, on peut dire que ceux, bon, ils seront censurés dans le pays. Mais sur le plan international, ceux qui sont de l'extérieur, vous exemple. Mais vous ne dites rien. Maintenant, s'il y a un coup d'État, parce que les Occidentaux disent que non, les Occidentaux, mais ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que maintenant, si on prend l'exemple là, c'est ce qui s'est passé au Niger. Comment vous pouvez comprendre un pays dont la population a faim et qu'un président, des présidents, soit mettre vraiment 150 milliards chez eux et dire que ça c'est vraiment, et puis les autres en train de dire, on dit que vraiment c'est pas bon de faire le coup d'État, mais c'est pas, je m'excuse en faux. Par exemple, pour laquelle ce que je peux dire, vraiment si les médias peuvent faire leur travail, c'est quoi? Vraiment c'est dire la vérité. Parce que la malgouvernance, c'est pas le pays, tout le monde le sent. Mais pourquoi vous ne savez pas, les médias ne sont pas pour dire voilà ce qui se passe? Parce qu'il y a les opposants. Je vous dis, il y a les radios privées qui disent la vérité. Mais toujours, sur ce plan international, on ne fait que vraiment des bienfaits vraiment de ces pouvoirs. Donc, on ne va jamais dire voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je pense que vraiment, je m'inscris en cause que vraiment, on est en train de dire la réalité. Vraiment, moi, je pense que vraiment, les médias africains, on fait l'éloge des gens quand ils sont au pouvoir, mais dès qu'ils tombent, ça installe qu'on commence à les critiquer. Prenons l'exemple, ce que vraiment l'autre fait sur RFI. Mais est-ce que vous avez senti un jour parler vraiment des anciens présidents, des Français ou bien des Occidentaux qui ont passé? Non, mais on est toujours prêt maintenant à dire voilà ce que Bokassa a fait. On vient, on dit voilà autant de ceci ou de cela. Mais pourquoi on ne fait pas l'éloge de ces gens-là? Donc moi, je pense que vraiment, il faudra que vraiment les médias, on sait que vraiment, on est coincé entre les 2000, mais vraiment avec votre déontologie, vous devez dire la vérité. Et chercher, comme l'autre vient de le dire, il faut voir les vrais frères. Mais les gens, ceux qui racontent, vraiment, parfois, c'est des faux, c'est vraiment des trucs insensés qu'ils racontent, parce que le président, ou bien on les apprend, on leur donne des sous, et puis vraiment, on ne peut pas dire la vérité. Bon, moi, je pense que vraiment, partant de là, ce coup d'État est bien et bon, est venu au moment, parce que le Niger a été divisé. Le Niger a été sujet jusqu'au sang. Mais que ce soit l'Union africaine, que ce soit, je ne sais pas, la CEDEAO, tout le monde voyait ça. Mais qui a parlé de ça? Aujourd'hui, vous souhaitez me dire que non, le coup d'État, il faut condamner. Mais pourquoi condamner le coup d'État? S'il y a mal-gouvernance, tout le monde le sait, il y a mal-gouvernance, mais personne ne parle. C'est pas maintenant que vous allez dire que non, il faut passer par ça. Donc, vraiment, il faut dire, vraiment, nos médias, les médias africains doivent taper, et, je ne sais pas, dur et dire la vérité. Mais pourquoi les Occidentaux parlent? Quand vraiment nos chefs d'État font quelque chose, pourquoi ils parlent et disent la vérité? Mais nous, on ne peut pas le faire. Donc, vraiment, je vous remercie. Je dis que vraiment, c'est un bon départ et puis vraiment, c'est une bonne initiative, vraiment, de se dire certaines vérités et de voir clairement ce qui se passe. Parce que vraiment, on ne peut pas rester à l'extérieur du pays et condamner le coup d'État. Et dire que le candidat ne peut rien faire, ce n'est pas vrai. Et regardons au Mali. Ce coup d'État qui vient de faire au Mali. Mais Mali est diplômé maintenant. Ils vont même arriver à faire vraiment des avances sur le salaire. Mais je ne sais pas, des augmentations sur le salaire. Et bien, autant là, ils ne font pas. Les gens sont capables de ressources du pays. Donc, vraiment, je vous remercie. Voilà mon observation sur vraiment ce que les deux producteurs viennent de passer.
Merci et bonne soirée. Merci, monsieur Boubacar. Je ne sais pas si nos deux panélistes ont des réactions sur l'intervention, je vais dire la contribution de monsieur Boubacar Seydou, monsieur Jean-Viton Kolo et monsieur Luc Abaki. Est-ce que vous avez des... Avant de passer à la question du docteur Lagoké. Oui, quant à l'opportunité des coups d'État dans nos pays. Oui, je voudrais dire à mon frère Boubacar Seydou Touré que je le comprends. Comme on dit en anglais, my brother, I hear you. Mais faisons attention. J'ai relevé 2 ou 3 choses dans ce que vous avez exprimé et j'ai compris que vous parlez avec le cœur. Attention quand vous critiquez des collègues comme RFI, etc. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais les anciens leaders, les anciens présidents français ont été critiqués, ça a été analysé sur RFI. Certains présidents français ont même été condamnés à des peines de prison. Il y en a un actuellement qui se bat dans ce prédicament-là. Je ne pense pas qu'il faille créer en Afrique, et c'est ça, une grosse erreur, une sorte d'antagonisme entre l'Occident et nous. Ça veut dire quoi ça? Surtout que vous vous êtes exprimé très bien avec le cœur à partir du Niger. Mais quand vous dites que les médias ne parlent pas des présidents quand ils sont au pouvoir, ne critiquent pas, ce n'est pas exact. Moi, j'ai commencé le journalisme en me battant contre les pouvoirs et en défendant des journalistes qui étaient soit tués, soit incarcérés en Amérique centrale ou au Canada ou ailleurs. Donc, mettons un peu de nuance dans nos propos, mon cher frère Boubacar Seydou Touré. Mais je voudrais vous poser une question. Quand vous dites que ce coup d'État si est bon, mais vous savez, beaucoup de gens ont parlé comme vous chaque fois qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Il y a eu combien de coups d'État au Niger et combien de tentatives de coups d'État? Et où est-ce qu'en est le Niger aujourd'hui? Et qui est-ce qui décide que c'est ce militaire-là qui est bon ou c'est celui-là de la jeune qui doit prendre le pouvoir? Pourquoi pas le chef d'escadron de la gendarmerie? Pourquoi le commandant de la République, de la garde républicaine? Pourquoi pas le chef de l'armée de l'air? Qui décide pour les militaires? Quand est-ce que le peuple a décidé que c'est ceux-là maintenant qui doivent être là à ce moment-là? Le danger du coup d'État militaire, c'est que par définition, il est voué à l'échec. Je ne dis pas qu'après des coups d'État, dans certains pays africains, il n'y a pas eu de bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir des petits renards qui enfantent des poules. Ce n'est pas possible. Par définition, le coup d'État militaire est un crime. Par définition, puisque personne dans le peuple ne s'est levé en disant « Nous avons un groupe de militaires là-bas, nous allons demander qu'ils s'installent pour qu'ils viennent résoudre les problèmes du pays. » Vous allez dans une élection. Maintenant, je vais être assez franc et peut-être même brutal. Le régime du président Bazoum se terminait dans 3 ans. Pourquoi est-ce que ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas dit « Nous voyons que les choses vont mal, nous allons tomber l'uniforme, dans 3 ans nous serons candidats à la présidentielle, nous allons faire une autre campagne et nous allons démontrer au peuple du Niger que c'est nous qui sommes les meilleurs, que nous allons prendre le pouvoir par la voie des urnes dans 3 ans. » Ils faisaient la campagne pendant 3 ans, ils arrivent au pouvoir. Et vous allez voir, M. Boubacar Seydou Touré, que si quelque chose n'est pas fait, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que ces mêmes militaires vont devenir des civils et ils vont vous raconter que ce sont eux les meilleurs, maintenant qu'ils sont des civils. Et que 2 ou 3 ans après, d'autres militaires vont dire « Ah non, ça ne va pas, on va recommencer ». Vous avez cité le coup d'État de 1974, mais vous avez raison. Mais pourquoi est-ce que 39 ans après, vous en êtes là encore à d'autres coups d'État? Donc, la transition civile, même quand le choix des civils n'est pas nécessairement bon ou transparent, est encore le moins mauvais des chemins par lesquels nous devons aboutir à notre libération, à notre changement. La violence terrible et les coups d'État en Haïti, pays où j'ai travaillé il y a 27 ans, et ce qui a ensemencé dans la tête de beaucoup de gants et beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'Haïti n'a plus une armée aujourd'hui, Haïti n'a qu'un corps de police. La première nation noire à se libérer, membre fondateur des Nations Unies. Haïti, il y a plus de 2 siècles, est le pays le plus violent aujourd'hui, le pays le plus à terre, et le pays qui a connu tant de coups d'État qu'on ne parle plus de coups d'État, parce que ce sont les gants qui gèrent le pays.
Et l'Afrique ne veut justement pas donner une image d'un pays où des gens se lèvent en pleine nuit en disant « Ah ben, il y a mal gouvernance, il y a ceci ou cela ». Est-ce que vous avez vu des manifestations à Niamey avant le coup d'État en disant que nous voulons que les militaires arrivent au pouvoir? Est-ce qu'on vous a dit que ces militaires-là et non pas ceux-là, malheureusement, on voit très bien où cela mène. Comme je vous l'ai dit, historiquement, la grammaire a généré un coup d'État et les coups d'État ont généré leur grammaire. Donc, c'est à nous, les communicateurs. Nous avons donc la responsabilité de rappeler les faits historiques, les faits de l'histoire. Donner les chiffres, combien de coups d'État il y a eu au Niger. Donner les chiffres, combien de tentatives de coups d'État il y a eu au Niger. Donner les chiffres, vous parlez de 150 milliards. D'où tenez-vous ce chiffre? Sous le temps de Issoufou, le Niger recevait en termes de vente d'uranium un produit que l'on trouve maintenant un peu partout dans le monde et qui est déprécié parce que les gens s'éloignent du nucléaire, pas plus de 100 millions d'euros en revenus d'uranium. Quand vous dites 150 milliards, évidemment, il faut combattre la malgouvernance. Mais est-ce que vous pensez que les militaires sont à absoudre par rapport à la malgouvernance? Je vous dis non, dans toute l'Afrique et même dans le monde entier. Parfois, les forces armées sont souvent les plus grands coupables dans la corruption. Donc, ce que je dis, soyons nuancés et faisons attention dans notre discours. Ne commençons pas à créer des camps entre les Occidentaux et nous, entre les Peuls et entre les Peuls et les Dozo, entre les Bambara et les ceci, entre les Africains et les Subsahariens, entre les Tamashers et les gens de l'Azawad. C'est comme ça que ça commence. Quand on commence avec les divisions en disant eux, nous, eux, nous, eh bien, ça s'insère dans le pays. Et on a les divisions qu'on a actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça la vérité. Nous devons les problèmes entre nous, dans nos communautés. Merci bien, monsieur Jean-Victor Nkolo. Je vois que le débat... Emeline. Merci pour une question. Oui, j'aimerais dire deux mots rapidement. Oui, Emeline. C'est Corinne et je n'arrive pas à le faire. Oui, après donc Corinne et Dr Yaka Lagoké, il y a Maître Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, notre partenaire, qui voudrait intervenir mais n'arrive pas à lever la main. Donc, après Nyaka, Corinne, et puis Maître Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, qui est notre partenaire et qui est notre invité. On voudrait bien lui parler de la parole. D'accord, ok, président. Merci. Docteur Nyaka, vous avez la parole pour votre question. Ok, non, moi, je voudrais dire merci au président de l'UJPLA, Yao Noël, qui a bien voulu faciliter ce débat. Je remercie les deux panélistes et tous ceux qui sont intervenus. J'ai un commentaire, comme je ne suis pas sur le panel, je ferai l'effort de ne pas aller loin. La première des choses, c'est que au niveau des médias, les deux panélistes, je suis en accord avec les éléments essentiels qu'ils ont dit. Mon seul problème avec Jean-Victor Nkolo, qui a démontré aujourd'hui, sa position est beaucoup plus claire, contrairement au débat que nous avons dans le groupe WhatsApp. Il a dit clairement que philosophiquement, il est opposé au coup d'État. Et je pense que c'est un point de vue qu'il faut respecter, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et c'est vrai que l'ami du Togo a essayé de lui porter la contradiction, et même celui qui est intervenu depuis le Niger. Moi, la seule chose que je voudrais dire à Jean-Victor Nkolo, et je le fais avec beaucoup de respect, c'est que quand on l'a entendu, nulle part on a vu dans son analyse et dans sa perspective la responsabilité des Occidentaux dans la tragédie de l'Afrique. Et c'est justement ça, la faiblesse de son argumentaire. Il parle d'Haïti. Mais comment peut-on parler d'Haïti sans parler de ce que la France a fait, a imposé à Haïti, sans parler de l'occupation d'Haïti par les Américains, et sans parler de l'implication de Bill Clinton, de George Bush dans la gestion domestique d'Haïti. C'est-à-dire que voilà, quand on arrive à faire une analyse aussi belle qu'elle puisse être, et quand on ignore une réalité aussi flagrante,
Donc, ça fait qu'à un moment donné, on se pose des questions sur la perspective de Jean-Victor Nkolo. C'est la même chose aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali. Mais bien sûr que personne ne peut être d'accord avec un coup d'État philosophiquement. Et là, je suis d'accord avec lui. Mais ce que je voudrais qu'il intègre dans son analyse, c'est que quand des gens prennent la rue pour pouvoir manifester leur désir par rapport à ce qui se passe, cela s'est passé en 2012 au Sénégal, ça s'est passé en 2014 au Burkina Faso. La crise ivoirienne, malgré les faux pas de Gbagbo Laurent et tout ce qu'on peut dire, quand des Camerounais, des Congolais, des gens un peu partout se mobilisent pour que Gbagbo Laurent sorte de prison, malgré toute la puissance de la propagande occidentale, et qu'on voit la même chose qui se passe au Niger. C'est vrai qu'au Niger, ils ne sont pas allés chercher des militaires, mais il y a longtemps que les gens étaient dans les rues au Niger. La même chose s'est passée au Burkina Faso et ce s'est passé au Mali. Ce que je voudrais que l'aîné, le frère voient, c'est qu'il y a une volonté, il y a une aspiration profonde des Africains d'aspirer à leur liberté et à la justice et qu'ils sont fatigués de ce système qui est mis sur pied par les Occidentaux depuis plus de 600 ans. Nous avons nos faiblesses, nos limitations, tout ce qu'on peut dire. Mais quand on ne prend pas en compte cette dimension, le panafricanisme que moi je représente et que beaucoup de personnes représentent en Afrique, et ils sont des gens, on ne le fait pas par populisme. Et je termine sur ce point. Le 30 avril 1990, mes amis qui sont avec moi savent cette histoire. J'étais jeune, je n'étais pas encore journaliste. Houphouët-Boigny venait de concéder le multipartisme. Un de mes amis m'a demandé, 30 avril 90, Nyaka, qu'est-ce qui mobilisera les masses africaines dans les 30 prochaines années? Je lui ai dit sans embâche, je n'avais même pas encore 25 ans, que dans les 30 prochaines années, là, ce qui va mobiliser les Africains, là, ça sera le panafricanisme, l'intégration africaine. Quand on fait 90 plus 30 là, ça fait 2020. C'est la mort de George Floyd qui a tué un policier blanc ici aux États-Unis, avec tout ce qui s'est passé. C'est dans ce contexte-là que les gens sont en train de faire ce qui se passe. On n'avait pas anticipé que la volonté de souveraineté et de l'unité de l'Afrique pouvait se manifester comme ça se passe et ça pouvait aboutir à l'arrivée au pouvoir des militaires. Et là, Jean-Victor, tu peux avoir raison. Ils ne sont pas forcément de bonne foi. Eux tous, et on est d'accord avec toi. Mais on ne peut pas non plus dire que ça ne pouvait pas être autrement. Mais en même temps, on ne peut pas dire que cette façon de faire ne devait pas avoir lieu. Seule l'intelligence supérieure, Jean-Victor, seule l'intelligence supérieure a voulu que les choses se passent ainsi. En attendant que des gens comme Kwame Nkrumah, des gens comme Patrice Lumumba, des civils arrivent au pouvoir pour faire avancer la cause de l'Afrique. Et on aspire humblement, pas parce qu'on est du niveau de Mandela ou de Kwame Nkrumah, tout le travail que moi je fais, que Hamzat Boukari Yabara fait, et bien d'autres panafricanistes, c'est de voir des civils arriver au pouvoir sur la base de l'unité de l'Afrique et pour la souveraineté de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voudrais apporter à ta perspective. Merci beaucoup, Victor. Merci. Merci, Dr. Nyaka, pour ta contribution. J'ai interpellé, je prends 30 secondes, juste 30 secondes. Non, bon, d'accord. Allez-y, 30 secondes, hein, parce qu'on a encore deux intervenants, puis nous sommes un peu pris par le temps. Oui, 30 Donc, allez-y. 30 secondes. D'abord, je vais vous surprendre. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec mon frère Nyaka. Moi, je suis fatigué de parler, de critiquer, de soulever les mots que les Occidentaux nous ont fait depuis 5 siècles. On reconnaît tout ça. Mais il faut aussi que nous reconnaissions nos propres mots, nos propres tares. Est-ce que les problèmes entre les communautés au Burkina Faso, c'est seulement les Occidentaux? Les problèmes entre les Camerounais, c'est seulement les Occidentaux? Les problèmes entre les Ivoiriens, c'est seulement les Occidentaux? Haïti, je suis d'accord. J'ai travaillé à Haïti, je suis d'accord. Mais mon frère Nyaka, moi, tu peux aller lui demander. Le président Gbagbo, j'ai été l'un des premiers journalistes à lui donner la parole quand il était en exil, en prison, les interviews à la BBC au service français en disant que l'avenir de l'Afrique, c'est dans le multipartisme, c'est dans le changement par les urnes, par la civilité. Et c'est pour ça que moi, je soutenais quelqu'un comme Gbagbo qui était le premier à secouer le baobab
du parti unique dans un pays comme celui du Fouad-Boigny. Mais je voudrais aussi te rappeler que c'était les années 80. Mais aussi te rappeler, mon frère Nyaka, que nous ne pouvons pas, nous, Africains, 60, 70 ans après les indépendances, continuer à nous battre la poitrine, les Occidentaux, les Occidentaux, les Occidentaux. En 1960, les statistiques et les données le montrent. La Côte d'Ivoire et la Malaisie et d'autres pays du Golfe et d'autres pays d'Asie étaient au même niveau. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous, Africains? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Ces pays-là ont aussi été des colonies, ont aussi parfois été sous le joug d'une colonie, parfois plus durement. Regardez le développement dans les pays du Golfe, dans les Émirats. Regardez où ces pays étaient il y a 70 ans. Allez regarder les photos. Ces pays ont aussi été parfois sous des colonies terribles. Ah ben, oui, je suis prêt à parler des Occidentaux la nuit, si vous voulez. Je suis prêt à parler de leurs fautes, mais avançons, prenons-nous en main et faisons nos propres choix. Ouais, madame la modératrice, il faut qu'on parle. Parce que là, monsieur Jean-Victor Nkolo, je conclue. Le message est bien passé. Le message est bien passé. On a l'obligation, en tant que panafricaniste, de dire aux panafricanistes qu'ils sont dans le faux. Parce qu'on ne peut pas dire panafricaniste à Niamey et en même temps monter le drapeau russe. Merci bien, monsieur Jean-Victor. Nous allons passer maintenant à Corinne et ensuite à notre dernier intervenant. Et pour clore maintenant. Si vous pouvez juste ouvrir mon micro parce que je n'arrive pas à le faire par moi-même. Si mon micro peut être ouvert. Que tu peux aider Corinne. Oui, je suis en train d'ouvrir sa caméra. Il faut ouvrir son micro. Oui, son micro est ouvert. Je suis en train d'ouvrir sa caméra. Alors, très bien. Non, je parle du micro de Corinne. Oui, son micro est ouvert. Je suis en train d'ouvrir sa caméra. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si. Madame Corinne, on vous entend parfaitement. Je vous ai demandé. Alors, avant de. Oui, la caméra, je n'arrive ni à ouvrir le micro ni à ouvrir la caméra. Je n'ai pas accès sur tous ces. Alors, je souhaite simplement dire que les débats sont absolument passionnants. Et franchement, je me réjouis d'être là parce que les débats sont passionnants. Mais je veux revenir à une question. Je ne sais pas, je crois que c'est le deuxième panéliste, pas M. Nkolo, mais notre confrère qui a parlé d'agir d'amener les dirigeants à gérer autrement en faisant notre travail et éviter de donner une image désastreuse du continent. Bien. Alors, sur ce point très précis, je pose juste une question. Très concrètement, et peut-être en prenant un exemple, comment pouvons-nous, en tant que journalistes, agir sur le cours des événements? Comment, parce que je vois les limites du journalisme, en faisant simplement son travail, nous rendons compte des faits, nous rendons compte de ce qui se passe et uniquement de ce qui se passe. Bon, évidemment, on peut agir autrement aussi, mais comment, très concrètement, pouvons-nous agir pour, en communiquant, donner une autre image du continent et surtout amener les dirigeants à gérer plus efficacement? Voilà ma question. Merci beaucoup, Corinne, pour ta question. Alors, monsieur Luc Abaki, vous avez 2 minutes parce que nous sommes un peu pris par le temps pour répondre à la préoccupation de Corinne. Comment agir sur le cours des événements en tant que journaliste? Vous avez la parole. Voilà, absolument. Monsieur Luc Abaki. D'accord, si merci beaucoup. Donc, je vais commencer. Oui, je vais commencer par la question. Elle est tout à fait pertinente. Comment agir sur le cours des événements et amener les dirigeants à être, disons, plus performants? C'est très simple. J'ai dit tout à l'heure que les journalistes, ils ont cette vocation d'abord de rendre compte des faits et d'éclairer la lanterne du peuple et de faire en sorte qui permettent à une société d'évoluer. Et si tant est que le dirigeant a cette mission de conduire le peuple à un bon port, cela suppose qu'il connaît très bien les aspirations de son peuple, il est moulé suffisamment dans les réalités existentielles de son peuple et qu'il est porteur d'une vision qui permet l'amélioration des conditions de vie et de travail de ce peuple-là. De culture, celui-là qui aussi
connaît tous ces éléments-là et qui rappelle, qui sert en même temps de sentinelle pour le dirigeant en lui rappelant de façon pratique et concrète sa responsabilité, en évoquant des éléments qui trahissent, si vous voulez, le vivre ensemble et les fondamentaux qui permettent avec la vision ou l'aspiration ou le but pour lequel il est dirigeant. Il y a M. Aboubakar qui avait évoqué un élément qui me paraît extrêmement important, c'est celui des dithyrambes que les médias se permettent de faire voilà, pour les dirigeants et qui les amènent parfois à être flattés et à se considérer comme, disons, des dieux sur terre à partir de l'instant où ils ont, si vous voulez, de tous les avantages, de la gloire, etc. Ils n'acceptent plus le principe de la critique. Ils ne se rendent plus compte de leurs faiblesses et de leurs manquements qui ne peuvent être complétés que par le travail, aussi bien des journalistes que des leaders d'opinion, etc., etc. Et c'est en cela que l'intégrité du journaliste est convoquée. Puisqu'il est qui participe à construire des citoyens intègres, compétents, à même de participer à la création de la richesse nationale, le journaliste, quel qu'il soit, se doit justement d'évoquer les faits, de rappeler aux dirigeants, si puissant soit-il, sa responsabilité vis-à-vis du peuple. Et je crois que les phénomènes que nous vivons aujourd'hui nous rappellent tristement un peu d'un peu condescendance, mais aussi irresponsable de certains de nos dirigeants qui rentrent en complicité avec les puissances coloniales et conquérantes. C'est à ce niveau que je voudrais m'appuyer sur les éléments évoqués par M. Nyaka, qui a clairement dit qu'on ne peut pas ignorer l'action pernicieuse et pécamineuse des puissances conquérantes ne s'épanouissent pas, ne se développent pas, ne se construisent pas, n'est pas une gouvernance assainie qui permettrait de créer des nations fortes, capables de créer une force alternative ou un rapport de force permettant justement de les bouter hors de nos territoires. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez constater que nos dirigeants aujourd'hui, qui rentrent en complicité avec ces conquérants-là et qui jouent, parce qu'il y a une conscience qui s'éveille sur nos territoires et qui fait que l'aspiration profonde et inhérente de liberté de l'individu ou du citoyen finit par se manifester dans l'esprit du citoyen africain aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai développé au départ, j'ai rappelé la responsabilité du dirigeant. Il ne peut être en harmonie avec son peuple. Il ne peut être heureux, à l'aise dans sa gouvernance que s'il reste cohérent vis-à-vis de cette mission qui lui a été confiée par son peuple. Et une fois qu'il se retourne contre ces objectifs-là, il se rend vulnérable et s'expose aussi bien à la révolte de la population qu'à celle des militaires, malheureusement, qui souvent finissent par les renverser. Voilà. Monsieur Luc Abaki, merci beaucoup. On va continuer. Président, le troisième intervenant, il est prêt? Ah, tous les micros sont fermés. Tous les micros sont fermés. Si c'est? Tous les micros sont fermés, sauf le DG. Sauf vous, sauf le DG et peut-être moi, puisque vous m'entendez. Bon, moi également, j'ai ouvert. Hein. J'ai ouvert. Ah oui, il y avait un troisième intervenant qui voulait... Ah, M. Boubacar Sédou aussi. Il s'appelle Maître Benoît Ngom, le président de l'Académie diplomatique. Ngom, oui, est-ce que Maître Benoît est prêt pour son intervention? Benoît son micro est fermé. Il ouvre son micro. Son micro est fermé. Son micro est fermé. Alors. Oui, Maître alors. Voilà. D'ouvrir son micro. Son micro est fermé. Son micro est toujours fermé, Cissé. Mais demandez à Cissé d'ouvrir.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Si c'est, est-ce que tu peux ouvrir le micro de Maître Benoît? Attendez, voilà, c'est ouvert, je crois. Oui, le micro est ouvert, Maître Benoît. Oui, C'est oui. bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, on vous écoute. Oui, enfin, moi, je vous remercie tous, surtout l'Union des journalistes JPL d'avoir organisé cette rencontre qui permet effectivement d'avoir une idée de ce que les journalistes peuvent faire et font au niveau de l'Afrique pour gérer la crise qui ébranle aujourd'hui notre continent. Ça veut dire l'affaire du Niger. Effectivement, le coup d'État du Niger pose beaucoup de problèmes. Je sais que d'une façon générale, aujourd'hui, un discours très convenu consiste à dire, bon, les militaires ne sont bons que pour être dans les casernes et que chaque fois qu'il y a un coup d'État, on demande aux gens de retourner à l'ordre constitutionnel antérieur. Mais d'une part, ce qu'il faut savoir, et je pense que beaucoup le savent, c'est que les militaires ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité et notamment dans l'histoire des pays qui nous ont colonisés et qui nous ont appris la colonisation. Le général de Gaulle est resté avec son mental de militaire jusqu'à la fin de, je dirais, son mandat à la tête de la France, et il a fait ce qu'il pouvait. Quand on remonte un peu plus loin, Napoléon, dans sa tête, c'était toujours un militaire. Quand on revient dans nos pays, la CEDEAO dont nous parlons aujourd'hui, mais les deux personnalités qui ont été à son origine sont le président Yakubu Gowon du Nigeria, et on connaît un peu ce qu'il a fait pour que le Nigeria n'explose pas, et le président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Donc la question n'est pas, c'est pas simplement lié au fait que les gens sont des militaires ou pas. Tout dépend de ce que le civil ou le militaire a en tête. Quelle est sa vision des choses? Qu'est-ce qu'il veut faire du pays qu'il veut diriger? Et en cela, je pense que le journaliste DG a soulevé beaucoup de problèmes qui correspondent un peu à ce que j'ai dit. Il faut qu'on essaye de voir la réalité en face. Ce n'est pas parce que des gens sont des civils qu'ils ont une vision qui a changé l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils n'ont pas de vision. Le mal, il est profond, le mal, il est historique, le mal est culturel. Beaucoup d'Africains, ce qui les intéresse, c'est la jouissance quand ils prennent le pouvoir. On l'a vu partout. Et c'est pour cela, quand il y a des coups d'État, on doit se demander d'abord pourquoi il y a le coup d'État. Mais pas toujours je condamne le coup d'État. Et ce que l'Union africaine fait ou la CEDEAO, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, il se décide à lancer une guerre presque contre un autre État souverain parce qu'un président a été renversé. Mais moi, je me pose la question suivante. Est-ce que le président Boubacar Keïta a été moins bien élu que monsieur le président Bazoum, ou est-ce que monsieur l'ancien président de Guinée, professeur Alpha Condé, a été moins bien élu? Et pourquoi quand ils sont tombés, la CEDEAO n'a pas décidé d'envoyer ces pays? Je crois qu'il faut qu'on sache raison garder, qu'on essaie qu'on sache que ce n'est pas avec les baïonnettes qu'on va imposer une démocratie. Car, en vérité, pourquoi je dois plus croire en l'analyse de 20 ou 50 fonctionnaires qui sont à Addis Abeba ou au Nigeria, que pourquoi je vais penser que leur discours est plus légitime que des milliers et des milliers de Nigériens qui défilent dans la rue? Au nom de quoi? Et c'est pour ça la question que je me pose, et ça c'est une question, est-ce que la presse africaine actuellement, dans un contexte où les États africains sont frappés par le localisme politique,
les gens ne pensent qu'à la politique intérieure ou à des phénomènes, je dirais, politiques ou socio-intérieurs. Est-ce que les journalistes africains ont eu la possibilité, moi je ne sais pas parce que je n'ai pas vu tous les autres pays africains, mais peut-être les panélistes peuvent aider, est-ce qu'il y a eu vraiment des analyses qui permettent aux citoyens africains d'avoir une approche très claire de la menace qui pèse sur l'Afrique, car la principale menace aujourd'hui, c'est effectivement une invasion mondiale. Et si les Algériens réagissent comme ils réagissent, ou si même le président Erdogan demande de ne pas intervenir, tous ces gens-là, ils savent quelles sont les conséquences de ces genres de gesticulation militaire. On va créer le désordre comme on l'a fait en Libye, et au bout du compte, pour qui les Occidentaux ont attaqué la Libye? Pour qui? Dans l'intérêt de qui? Regardez ce qui se passe. Donc moi je pense que voilà, je remercie mon frère Noël d'avoir suscité l'organisation d'un tel échange. Je pense que effectivement ce sont ces débats contradictoires qui peuvent féconder une démocratie ou bien des démocraties dans notre continent. Donc je vous remercie. Oui, merci, maître Benoît. Emeline, une minute. Oui, président. Oui, donc merci à maître Benoît Ngom, qui est notre partenaire de l'Académie diplomatique africaine. Emeline, il faudrait voir avec Toumani par rapport à l'extension du temps du panel. Il faut harmoniser avec lui parce que je crois qu'il a pris des dispositions techniques. Oui, effectivement, j'allais conclure parce que nous sommes maintenant à la fin de ce panel. Le panel devait prendre fin à 17h30. Il est 17h35. Allô? Oui, vas-y. Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi. J'ai fait des prévisions sur le temps. Donc, j'ai rajouté une trentaine de minutes parce que je sais qu'il allait avoir, le débat allait susciter beaucoup d'engouement et beaucoup d'interventions des uns et des autres. Donc, j'ai rajouté un peu de temps. Ok, il n'y a pas de problème. Compte tenu de ce temps, je sais que chacun a ses contraintes, mais voilà, chacun a ses contraintes. Donc, je pense qu'on va respecter le délai puisqu'on a dit 17h30. Je vois M. Victor Nkolo qui veut réagir. Oui. Parce que après la brillante intervention de mon frère Maître Ngom, je vous donne une minute d'intervention rapidement. Merci. Rapidement, je suis vraiment dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de réfuter ce raisonnement-là. D'abord parce que les hommes de droit sont peut-être les derniers et les premiers et les meilleurs qui vont devoir défendre le droit. Parce que si on commence à justifier le coup d'État en parlant de la Libye, comment elle a été attaquée, nous savons tout ça. Mais comment on peut justifier? Ou alors, vous ne condamnez pas le coup d'État ou vous justifiez le coup d'État. Il faut qu'on sache, parce que vous êtes un homme de droit et nous attendons de vous des lumières dans ce sens. Vous parlez des conséquences, des causes, de tout ce qui, nous, en Afrique, nous embête. Nous comprenons, nous sommes d'accord, mon frère. Nous avons compris les méfaits des Occidentaux, de leurs influences, de tout ça. D'accord. Mais vous voulez me dire qu'au sein des pays africains, il n'y a pas de problème interethnique? Vous avez été au Kenya? Connaissez-vous la Libye, la vraie Libye de Muammar Kadhafi? En Afrique subsaharienne, nous sommes en train de dire Kadhafi, 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 Kadhafi. Mais les Libyens aujourd'hui détestent ce homme-là. Alors, en Libye, moi j'ai été en Libye plusieurs fois. J'ai travaillé avec les Libyens. Mais ce sont les Libyens qui l'ont éviscéré. Faisons attention, nuançons nos propos. Faisons attention à l'idéologisme. Nous comprenons ce que les Occidentaux ont fait de mal et de tort contre nous. Mais nous devons avancer, prendre nos responsabilités et nous organiser. Et je ne vois pas comment intrinsèquement la révolution, la libération… Merci bien, M. Jean-Victor Nkolo. Une toute dernière chose, Emeline. Nos panafricanistes, ceux qui ont travaillé sur ça pendant des années, comme le docteur Nyaka, des personnalités comme Maître Ngom, ont la responsabilité et l'obligation de faire taire et de réfuter ceux qui sont des
des panafricanistes autoproclamés, les gens comme les Kémy Seba ou les Yamb, Nathalie Yamb et consorts, vous avez l'obligation de dire que ceux-là ne sont pas des panafricanistes. Parce que ce n'est pas en faisant flotter le drapeau russe à Niamey ou à Ouagadougou qu'on est panafricaniste. Je dis non. Merci. Je vois que le débat est très, très passionnant, mais je pense que Maître Benoît Ngom a apporté son opinion et son point de vue aussi sur la question qu'on doit aussi respecter. Donc, nous avons senti un véritable engouement autour du thème, les médias et la crise du Niger, quel regard, quel traitement de l'information. Alors, nous sommes à la fin de ce panel. Il est exactement 17h39. Je vais passer la parole maintenant au président de l'UJPLA, le président Yao Noël, pour la conclusion du panel. Et puis encore, félicitations à nos deux panélistes et merci beaucoup à tous les intervenants. Président, vous avez la parole pour conclure ce panel. Merci beaucoup, ma chère Emeline. J'aurais voulu une petite extension de ce temps de parole, mais je me soumets à la charmante dictature de la modératrice pour dire qu'effectivement, nous allons conclure. Mais est-ce que nous allons vraiment conclure? Parce que le débat est encore court, le débat est encore devant nous. Mais pour aujourd'hui, je voudrais vraiment, à ce stade, remercier tout le monde encore, remercier les deux panélistes pour leur prestation brillante, féconde et constructive, et surtout aussi pour les perspectives qu'ils lancent à nous autres, hommes et femmes des médias, par rapport donc à des situations de crise ou de conflits en Afrique. Vraiment, soyez-en remerciés au nom de tous les membres du JPLA. Ensuite, je voudrais remercier nos partenaires, l'Académie diplomatique africaine, mon grand frère depuis plus de 30 ans, Benoît Ngom, et tous les représentants de cette académie qui est partenaire avec l'UJPLA, pour leur participation, leur présence et leur participation qui vraiment nous honorent et enrichissent notre débat, notre discussion. Je voudrais ajouter à cela notre autre partenaire, Label TV, qui va donc diffuser ce débat après coup. Donc, je voudrais dire que le débat n'est pas terminé parce que après diffusion, sans doute qu'il y aura des réactions et donc nous allons continuer ce débat sous d'autres formules. Remercier ma sœur et amie Corinne Manjou, qui nous a fait l'honneur, l'amitié et la fraternité d'être là. Corinne est journaliste à Radio France Internationale, RFI, et donc lorsque nous l'avons invitée, vraiment avec beaucoup de fraternité, de spontanéité, elle a accepté d'être avec nous pour prendre part à cet important débat et panel. Vraiment, Corinne, merci beaucoup. Je voudrais remercier notre frère Pri Jean-François de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Il est professeur titulaire d'anglais, ancien directeur du département d'anglais de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Remercier tous les membres de l'UJPLA. Remercier Madame Amangwa Emeline Pé pour sa prestation très brillante, très efficace. Même si elle m'a coupé la parole, ce n'est pas grave, c'est elle la modératrice et nous devons nous soumettre à ses contraintes et à ses indications. Emeline, vraiment merci au nom de tous les membres de l'UJPLA. Merci à Toumani, toujours disponible, notre délégué à l'organisation, qui fait montre toujours d'une grande disponibilité et d'une grande efficacité. Comme je l'ai dit, le débat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Nous allons le poursuivre d'une manière ou d'une autre, aussi bien à l'UJPLA qu'en Afrique.
Mais sachez que ce débat n'est pas terminé. Merci donc à tous. Et puis, bonne soirée. On nous annonce la mort de Prigojine en Russie. Je le dis parce que la Russie est revenue ces temps-ci beaucoup dans les débats en Afrique, et notamment Prigojine avec Wagner. Et donc, c'est une information que nous venons d'avoir sur la mort dans un crash d'avion de Evgeny Prigojine, personnage haut en couleur. Merci à tous. Président, Wagner dément, hein? Wagner dément. Bon, donc si c'est démenti, tant mieux, tant bien, parce que Radio France Internationale, France 24, Breaking News ont annoncé cela. Donc ça faisait, comme dit